Faire une thèse, c'est comme résoudre une équation avec plusieurs inconnus. Qu'est-ce que je cherche? Comment je le cherche? Et à quel résultat dois-je m'attendre? Ça tombe mal parce que j'étais nulle en maths à l'école. Toutes les erreurs que ne doit pas faire un doctorant, je les ai faites. Prendre un sujet hors du champ de compétences de mon directeur. Expérimenter ma propre méthode d'approche, alors que je ne maîtrisais même pas celle standard. Et enfin, ne pas se fixer qu'un seul résultat, la deadline. Et j'oublie encore une autre erreur que j'ai faite en me lançant dans ce projet, qui a été de me reposer sur mon directeur de recherche et suivre à la lettre toutes ses remarques. Comme par exemple, c'est bien, continuez, faites ceci, écrivez cela, blablabla. Tout cela pour me dire, dès que j'arrivais à une impasse, et à quelques mois de la deadline, alors que je pensais avoir presque terminé la rédaction de ma thèse, m'écrire par mail que mon travail était bâclé et que je ne savais pas écrire, ou plutôt que j'écrivais avec ce style un peu trop journalistique. Mon cher directeur de thèse m'a fait la remarque la plus importante, celle qui m'aurait évité de m'éparpiller dans tous les sens, seulement à quelques mois avant la deadline. Apprendre à faire une note de synthèse. J'ai cherché sur internet. Je suis tombée sur comment passer le DALF C1, C2, un examen de français pour les étrangers. Pourquoi on ne nous apprend pas ça au lycée? Écrire pour être pris au sérieux. Mais c'était trop tard. Je venais de finir d'écrire l'introduction, la conclusion, les 2 premières parties, la bibliographie, les annexes. Il me manquait encore la 3e partie, la plus importante, celle qui concernait directement mon sujet, l'histoire de la protection des enfants coréens. Il n'était plus question de repousser la soutenance, puisque l'université m'avait déjà fait la grâce de la reporter 2 années de suite. Ah, parce que j'ai oublié de vous dire qu'au départ, on m'avait prévenu que je n'aurais qu'1 an pour faire ma thèse. Et avec quand même la possibilité, si et seulement si, l'état de mes travaux laissait comprendre que j'étais en bonne voie. Donc, fin 2011, je fais un premier rapport qui est validé par l'administration de l'université afin de repousser l'échéance d'1 an. Et rebelote, fin 2012, j'ai fait un 2e rapport qui est à nouveau accepté. À ce moment-là, comme vous l'imaginez, je me dis ok, il me donne le feu vert. C'est que je ne dois pas être complètement dans le brouillard. Alors, je poursuis, persiste et signe un travail qui, après la dernière remarque de mon vénérable directeur, s'écroule sous mes yeux comme un vulgaire château de cartes. Alors je vous le dis, et j'aurais tellement voulu qu'on me le dise dès le départ, si vous voulez débuter une thèse de doctorat, ce n'est ni le sujet, ni le résultat le plus important, mais bien la méthode. Il n'y en a pas 36. Il faut maîtriser avant tout la note de synthèse, voire la synthèse critique. DALF C1, C2. Ironie du sort,
c'est exactement ce que j'enseignais à une de mes chères élèves coréennes, qui était au lycée international. Je me rappelle lui avoir dit, avant qu'elle passe son examen d'ALF C1, ce niveau d'examen de français est difficile, même pour un français. Il faut parfois le repasser plusieurs fois avant de l'obtenir. Finalement, elle l'a eu du premier coup. J'étais tellement fière d'elle. Mais je n'avais jamais fait le lien entre cet examen et ma propre thèse. Pour moi, l'écriture scientifique se résumait à lire, reporter et illustrer. À point, c'est tout. Je pouvais encore décider de passer cette fameuse soutenance, malgré tout, en essayant de justifier devant le jury l'état de cette recherche par une lamentable impréparation. Mais je savais que ça allait mettre mal à l'aise mon directeur. Et d'ailleurs, j'avais déjà contacté certains spécialistes dans mon domaine de recherche, des experts dans la protection infantile, dans la perception de l'enfance, dans les troubles liés à la guerre, mais je n'ai reçu aucune réponse de leur part. Je me disais, ce silence, c'est comme un coup de grâce. Ils ne se sentaient donc pas concernés par mon travail. Alors, il a fallu se rendre à l'évidence. Le doctorat, ce ne sera pas pour 2013. Qu'à cela ne tienne, je n'avais pas terminé ma troisième partie de toute façon, celle qui concerne justement la protection de l'enfance coréenne en temps de guerre. Et pour cela, quoi de plus évident que de m'installer en Corée du Sud, et plus particulièrement sur l'île de Jeju. Pourquoi cette île ? Parce qu'il y avait cette histoire extraordinaire qui remonte à plus de 60 ans en arrière. Des GI qui ont décidé de s'organiser pour emmener dans un avion de guerre des enfants coréens afin de les mettre à l'abri des bombardements sur cette île, qui avait pris soin de cette mémoire-là et qui avait posté des tas d'archives de cet événement et d'autres concernant mon sujet sur Internet. N'était-il pas temps pour moi d'aller voir ce lieu que l'on appelle aujourd'hui l'île de la paix et où des représentations de toutes nations viennent régulièrement donner des conférences sur le sujet de la paix. C'est un lieu aussi où l'on commémore les victimes civiles de toutes sortes de massacres qui se sont perpétrés à travers le monde. Je vous conseille de visiter ce magnifique musée d'histoire qui en parle mieux que moi. Et voilà que je me retrouvais sur cette île où viennent encore se chiffonner des slogans internationaux pacifistes accrochés sur les murs entourant des vieilles bases militaires endormies. Pour combien de temps ?